laisse perplexe parce qu'il y a eu plusieurs versions. D'aucuns disent que c'est à la demande des autorités maliennes qu'il est venu pour réparer le réacteur de l'avion présidentiel. D'autres disent aussi qu'il travaille à l'ambassade de France. Je crois que son nom, c'est un certain Yann Bertrand Vezel, si j'ai bonne mémoire. Bien ça, donc, vraiment, ça crée une certaine confusion. Mais là où je suis d'accord avec Abdallah Yattara, le ministère français des Affaires étrangères a tardé avant de faire passer un communiqué pour donner des explications détaillées. J'ai écouté une chaîne étrangère ce matin qui dit que le gouvernement français est en train de tout mettre en œuvre pour pouvoir trouver un terrain d'entente avec le gouvernement malien au sujet de l'intéressé. Mais pour terminer très rapidement, en 2021 aussi, il y a eu le même cas où on avait dit en son temps, c'était Bandom qui était le président de la transition, on a dit qu'il y a certaines personnes qui ont été voir un marabout vers Ségou et on a égorgé un bœuf, on a amené la viande à Koulouba et on a voulu envoûter certains pour que le coup d'État réussisse. Donc vous voyez que c'est compliqué, souvent. C'est compliqué. Est-ce que cela ne suit pas aussi, M. Abdallah Yattara, en tout cas la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui? Parce qu'on a quand même l'impression, comme le dira l'autre, plus ça dure, plus ça devient dur, des initiatives peuvent naître de cette situation. Moi je parle justement de ce malaise aussi, M. Abdallah Yattara, qui peut aujourd'hui exister au sein même de l'armée. Est-ce que réellement on a besoin de cela aujourd'hui, M. Abdallah Yattara? Oui, le contexte ne suit pas en réalité, comprenez, et c'est ce qui fait que le doute plane. Moi, je sais que la qualité des officiers qui sont impliqués, qui sont présumés, qui sont des présumés accusés dans cette affaire, vu leur qualité, vu leur parcours, difficilement ils se retrouveront dans une tentative de déstabilisation. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première tentative de déstabilisation sur cette transition. La première, tout le monde le sait, ça avait impliqué les races vaches, le directeur général de la RGD, le directeur national du Trésor et quelques officiers. Et à l'époque, tenez-vous bien, c'est l'actuel ministre de la Justice qui était le procureur de la commune 3 et qui s'est saisi du dossier et qui a fait le rapport pour les mettre à la disposition de la chambre d'accusation. Et là, dès la première instance, ils ont bénéficié du non-lieu et finalement confirmé au niveau de la Cour suprême après que le procureur général de la Cour d'appel s'est opposé à leur libération. Vous comprenez? Donc, on n'est pas une première tentative de déstabilisation au cours de cette transition-là. Mais moi, je me plains un peu de la méthode. Vous savez, l'armée, c'est une grande miette. Et par extrapolation, une grande miette ne doit pas étaler sur la place publique certains problèmes. Je suis d'accord qu'il les interpelle quand il a soupçon. Personne n'est au-dessus de la loi, forcément. Mais la façon de traiter l'information ne suit pas trop. J'aurais voulu, après leur interpellation, discrètement qu'on les mette à la disposition de la justice et que la justice puisse les inculper de quoi que ce soit. J'aurais voulu ça. Mais déjà, avec ce communiqué, avec les images sur leur terme, finalement, j'ai dit qu'ils sont déjà jugés, condamnés ils sont déjà condamnés sans être jugés. Vous comprenez ça? Il faut éviter ça. Vous comprenez? Ils sont accusés, présumés accusés de faits très graves. Je suis parfaitement d'accord. Mais de les traiter de cette manière, les jeter à la pâture comme ça, et sans pour autant que la justice ait son dernier mot à dire, je crois que c'est d'abord, comme je l'ai dit, je me répète encore, c'est d'abord les condamner sans être jugés. Je crois qu'on doit éviter ça. L'armée aujourd'hui a besoin de cohésion forcément, et je sais que ces officiers-là n'ont pas besoin de ça aujourd'hui pour pouvoir mettre... Parce qu'une fois, en 2012, on l'a fait, et c'est la chaîne de commandement qui s'est complètement brisée, et les Ménalama s'est trouvé pratiquement de Tessalit jusqu'à Gao et Tombouctou. Vous comprenez, en 48 heures, pratiquement la moitié du Mali était occupée. Ils savent le risque qu'ils prennent en ce moment. Ils savent qu'ils ne vont pas prendre ces risques-là, briser la chaîne de commandement pour mettre le Mali à disposition des terroristes et des djihadistes. Mais comme on l'a dit, Badi aussi, l'homme, on ne le connaît pas assez, vous comprenez? Ça peut se faire. Mais logiquement, la pilule est très difficile à avaler. La pilule est très difficile à avaler. On ne connaîtra jamais assez l'homme, Badi. On te revient rapidement. Alors oui, Badou parlait tantôt de cette aura dont bénéficient certains de ses accusés, notamment le général Abbas Dambélé, qui était, en tout cas avant cette situation, il était quand même un gouverneur de Mopti. Alors, quand il avait été relevé de ses postes de gouverneur, on a vu déjà cette mobilisation, les gens qui quand même lui apportaient leur soutien par rapport à tout ce qu'il a pu faire dans le centre du pays. Et on sait très bien que M. Abbas aussi, bien qu'il était gouverneur, c'était celui qui osait quand même donner certaines autorisations à certains de manifester contre justement certaines pratiques qu'il jugeait en tout cas inappropriées dans cette zone du pays. Beaucoup de Maliens pensent que, alors, c'est peut-être à cause de ça que monsieur serait devenu,
il gênait peut-être. On parle aussi des rumeurs, ce ne sont que des rumeurs, hein, des bruits de couloir, de Koulouba, où on dit que Nema Sagara serait parti pour en tout cas protester devant qui de droit, pour dire certaines choses. Est-ce que cette thèse-là aussi, ça tient, M. Badi? Vous savez, vous me connaissez maintenant, je fais toujours des détours avant de répondre aux questions. Tout ce dont vous venez de parler, on a tous entendu ces informations circuler sur les réseaux sociaux. Mais moi, je mets tout cela dans le compte de la désinformation, parce que vous avez dit que les arrestations ont commencé depuis le 1er août. Moi, je ne l'ai pas dit. C'est le gouvernement qui l'a dit. Oui, le gouvernement a dit que les arrestations ont commencé depuis le 1er août et que des médias étrangers ont commencé à parler, etc. Mais les médias étrangers n'ont pas donné de détails, ils n'ont pas donné des noms, ils ont dit qu'ils ont eu vent d'arrestations suite à des tentatives de déstabilisation, etc. Pourtant, des noms avaient été cités. Et pourquoi j'attire votre attention là-dessus? C'est que quand quelqu'un communique sur un sujet, il y a des questions à se poser. Pourquoi ces médias étrangers communiquent à ce moment précis? Ils ont quel intérêt à communiquer là-dessus? Et ils sont en train d'anticiper sur quoi exactement? Parce que quand vous me dites que ils avaient telle popularité, etc. Nous avons tous vu la fin de mission du gouverneur à Mopti. Une chose est les populations qui sortent manifester leur joie par rapport aux services rendus. Une autre est le relais médiatique que se fait autour de cet événement. Et je vous convoque toujours à l'histoire. Je suis obligé d'aller sur l'histoire parce que moi, je n'ai pas d'éléments précis sur ce cas précis. Je ne peux pas juger si c'est vrai ou pas. Je m'en tiens au communiqué officiel. C'est la justice qui va juger. Et la justice aura son dernier mot dans tous les cas. Mais ce que je peux dire, je vous ramène aussi à d'autres cas similaires qui ont eu lieu. Quand on veut déstabiliser un pays, c'est pas, à quelques rares fois, ce n'est pas des militaires lambda qu'on choisit pour mener cette opération. C'est toujours des militaires qui ont une certaine popularité, qui peuvent susciter des espoirs pour une frange de la population, qui peuvent permettre aux forces étrangères d'installer un nouveau narratif de militaires compétents qui arriveraient, vs des militaires incompétents qui seraient au pouvoir. Donc, là aussi, le fait que ça soit ce genre de profil, ça fait partie même du système. C'est comme ça a meilleure chance de réussir avec des profils comme ça que d'autres profils. Je parle du cas général. Maintenant, pour ce cas précis, c'est pas moi qui juge ce qui s'est passé. Il y aura des juges. Et contrairement à ce que Yatara a dit, la justice aura son dernier mot. Pour le cas des Rasbat et autres, ils ont été annoncés, les listes ont été données, les noms ont été donnés. Mais qui a eu son dernier mot? C'est la justice, non? C'est lui-même qui l'a reconnu. Donc, il n'y a aucune différence entre ce cas et ce cas-là. Maintenant, Yatara, il va falloir attendre que la justice passe. Avant aussi de dire que la pilule est difficile à passer, c'est difficile à comprendre. Je comprends. Si on vient vous dire demain que votre fils a essayé de vous tuer, bien évidemment que vous n'allez pas y croire facilement. Donc, ceux qui ont accordé du crédit, je comprends, mais qui ne se mettent pas non plus à la place de la justice. D'accord. Maintenant, rapidement, que faut-il faire aujourd'hui pour éviter de telles situations répétitives auxquelles le pays est confronté tout le temps? Alors, pour éviter ce genre de situation, c'est éduquer les populations depuis le bas âge, sensibiliser les gens. C'est le patriotisme qui fait qu'il n'y a pas de traître. Il vous sera très difficile de trouver des traîtres dans certains pays pour faire ce genre de choses contre leur pays. Ça, c'est l'esprit de patriotisme. Ça, c'est le fait même de s'identifier à une nation qui peut faire qu'on refuse de s'embarquer dans ce genre de choses. Et quand on aura des dirigeants, des cadres supérieurs, que ce soit dans l'armée, dans le privé, une classe politique patriotique, il sera d'autant plus difficile de nous déstabiliser. Dieu nous en préserve, justement. Voilà. Cette fissure-là, on n'en a pas du tout besoin en ce moment-ci. Oui, je vais vous revenir rapidement, mais le temps de faire réagir Badou. Oui, qu'est-ce qu'il faut faire, Badou, pour que nous ne revivions plus les mêmes événements que nous avions vécus par le passé, notamment ces tentatives de déstabilisation? Rapidement, on est pris par le temps. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter dorénavant ce genre de tentatives de déstabilisation? De mon point de vue, il faut d'abord conscientiser nos populations
il faudrait que nous revenions à nos institutions. Il faut que nous ayons des institutions fortes. L'histoire récente du Mali prouve que le Mali a eu des hommes forts, mais le Mali n'a pas eu d'institutions fortes, ce qui explique l'instabilité institutionnelle. Il faut mettre fin à cette institution, il faut mettre fin à cette instabilité institutionnelle, excusez-moi. Parce que vous avez, tant qu'on prend le pouvoir d'une certaine façon, il y a toujours des doutes, il y a toujours des zones d'ombre. Vous savez, les rumeurs de palais ne finissent pas. Parce que vous êtes venu au pouvoir dans certaines circonstances, donc vous êtes obligé de vous protéger, de protéger votre pouvoir. Donc, au moindre soupçon, vous êtes obligé de réagir. Et souvent, qui veut tuer son chien l'accuse de rage. Pourvu que le chien meurt. L'essentiel est que le chien meurt et que le chien ne puisse pas vous mordre. C'est un peu l'anecdote. Et en 2012, on a vu ce qui s'est passé. Quand il y a eu la confrontation entre Béret Rouge et Béret Vert, j'ai failli éclater de rire parce qu'on nous a montré une carcasse d'avion vers Kati. On dit que c'est un mercenaire qui était à bord. Le mercenaire est sorti, mais on a vu la carcasse de l'avion. Mais je me suis dit, un avion qui tombe du ciel avec un mercenaire, le mercenaire disparaît, on voit la carcasse de l'avion. Donc souvent, il y a des choses qu'il faut rire, excusez-moi. Donc, pour vous dire encore une fois, il faut que nous sortons de ce mauvais pas. Toutes ces incertitudes, ces turbulences sont dues au fait qu'il n'y a pas de stabilité institutionnelle. Qu'on aille vers une stabilité institutionnelle, c'est très important. C'est vrai que la situation du pays est difficile. Et nous savons tous que ces militaires-là sont venus en sauveur à un moment donné pour que le Mali ne puisse pas sauver. Et ils ont convenablement rempli leur part du contrat. Je leur accorde cela. Mais il faudrait faire rapidement pour que le Mali puisse quand même retrouver une voie normale. Parce que là où on est, des aventuriers peuvent surgir de nulle part pour tenter des actions que nous ne souhaitons pas pour cette nation. Le Mali a beaucoup souffert. Le Mali a tellement souffert que le Mali n'a plus besoin de coup d'État. Le Mali n'a plus besoin de déstabilisation. Le Mali a plutôt besoin de sérénité. Ensemble, débrouillons-nous à fumer le calumet de la paix. Ok, il faut qu'on se donne la main pour fumer le calumet de la paix. Justement, nous avons besoin d'apaisement. Cet apaisement ne peut pas se faire sans le concours de tout le monde, hein, y compris les autorités. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous puissions aller, en tout cas, à l'essentiel, M. Maïga? Pour aller à l'essentiel, je pense que les autorités doivent continuer toujours dans ce sens. Il faut redoubler d'efforts, d'efforts de sécurisation interne et externe. L'ennemi n'est pas seulement externe, l'ennemi peut être interne. Donc je pense que c'est aussi une action à saluer, quoi. C'est tout ce qu'on demande aux autorités. La protection du territoire et la protection des Maliens, y compris contre les Maliens. Donc je pense qu'il y ait des polémiques de justice, de présomption d'innocence, etc., etc. Ils ont rempli une mission régalienne de protection de la nation contre les nôtres même d'ailleurs. Donc la suite se verra avec la justice d'ailleurs, mais bon, c'est un coup de filet qui est à saluer. La justice fera son affaire, elle fera son travail. Et demander aussi aux Maliens de faire confiance à leurs autorités et de s'impliquer pleinement là-dessus, quoi. Et les autorités aussi, que ce soit militaires ou civiles, doivent aussi faire preuve de patriotisme et d'engagement citoyen pour que ces genres de choses ne se répètent pas. D'accord. Voilà. Pour que ces genres de choses ne se répètent pas, je vois que vous avez assez de choses à dire rapidement, M. Abdallah. Nous avons besoin d'apaisement. J'ai dit juste à Badi que pour les cas de Rasbas et pour ces cas-là, ce n'est pas la même chose, parce que les Rasbas n'ont pas été trimballés devant l'ORTM. Et ils ont été arrêtés et discrètement mis à la disposition de la justice. Et je sais qu'à l'époque, l'actuel ministre de la Justice était le procureur de la commune 3 et c'est lui qui a rédigé l'acte d'accusation. Ce n'est pas le même cas. Et pour revenir au général Abbas, Abbas c'est quelqu'un que je connais personnellement. Abbas a grandi à nos côtés à Bokokora Boulevana. Je le connais personnellement. Je dis bien personnellement, il a grandi à nos côtés. J'ai dit, Abbas, l'amour du patrie, du patrie plutôt, et l'amour des forces armées de sécurité ne souffrent chez Abbas. Vous comprenez? Abbas, je le connais personnellement. Et je connais aussi son père. Je partais dans le bureau de son père dans les années 89, il était chef d'état-major de l'armée militaire. Je ne dirais pas l'occasion pour laquelle je partais dans son bureau, mais quoi qu'il était chef d'état-major de l'armée militaire, j'étais 3 ou 4 fois dans son bureau, c'était pour autre chose. Vous comprenez? Donc Abbas, l'amour de ces pays-là, l'amour des forces armées de sécurité ne souffre d'aucun doute chez Abbas.
Vous comprenez? Je le connais personnellement. Ce n'est pas que je le défends, ce n'est pas que je me porte en faux pour les faits pour lesquels il a été accusé, mais je décris l'homme tel que je l'ai connu. Il a grandi à nos côtés à Bongokora Boulbana. Pratiquement, j'ai passé 18 ans de ma vie et je sais quel genre de personne il est. Okay. Oui, M. Abdoulaye Yattara, moi je voudrais besoin de savoir, hein, aujourd'hui le pays, est-ce qu'on a besoin d'emprunter de telles voies pour arriver au pouvoir? Parce que c'est la question que se pose aujourd'hui. Est-ce qu'on a réellement besoin? Est-ce que cette situation aujourd'hui qui prévaut, des généraux arrêtés, on sait très bien qu'ils ont des parcours glorieux, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça aujourd'hui? C'est ce que j'ai dit, on a besoin de cohésion aujourd'hui, que ce soit au niveau de l'armée, que ce soit au niveau de la population, on a besoin de cohésion. Et c'est ce que Assimi a dit, le général Assimi a dit lors de son discours à la nation, je me rappelle, il a dit que l'élan de solidarité et le désir du parti aussi ne doit pas s'essouffler pour le bonheur de la population. Forcément, pour cela, on a besoin de cohésion, que ce soit au niveau de l'armée, que ce soit au niveau de la population. Et je sais qu'en militaire aguerri, les Abbas, les Néma ne vont pas prendre le risque de déstabiliser ces pays-là. C'est votre ultime conviction. Voilà. Alors, ceci dit, mesdames et messieurs, nous allons passer au second sujet de ce débat sans forme de tradition. Le second sujet qui revient sur ce mouvement qui bientôt va avoir, il a quand même 5 ans, parce que le M5RP a été créé le 5 juin 2020, si je ne m'abuse. Hein. Alors, des hauts cadres, en tout cas, des hautes personnalités de ce mouvement, aujourd'hui, qui sont derrière les barreaux. Aujourd'hui, c'est l'ancien Premier ministre, Dr Choguel Kogalla Maïga, qui est en train de faire les frais. Il est quand même en garde à vue pour le moment. On n'a pas encore entendu sa mise sous mandat de dépôt. Certainement, la semaine va nous identifier par rapport à ça. Mais qu'est-ce qu'il faut justement comprendre de ce mouvement hétéroclite qui a vu l'arrivée au pouvoir des militaires aujourd'hui? Au pouvoir, peut-on penser que cette révolution est en train de se faire manger? Et en tout cas, ces enfants, justement, est-ce que la révolution a-t-elle mangé ces enfants? Monsieur Badi,